Vous êtes bien dans le Live TV Finance, merci si vous venez nous rejoindre. On va maintenant accueillir Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, pour faire un point sur les actualités économiques majeures de ces derniers jours. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va d'abord s'intéresser au feuilleton sino-américain qui passionne le monde. Lundi, le Global Times, qui est un tabloïd chinois, a indiqué que la Chine et les États-Unis seraient très proches de la conclusion de la phase 1 d'un accord commercial. Mais visiblement, on est encore loin d'y arriver car mercredi, Donald Trump a promulgué une loi soutenant les manifestants de Hong Kong, ce qui ravive les tensions avec Pékin. Expliquez-nous en fait que prévoit ce texte. Et comment a réagi la Chine surtout. Alors il y a deux aspects. L'aspect interne, c'est-à-dire que Donald Trump envoie un signal à des électeurs épris de justice et de liberté, et il envoie un autre signal à Pékin, à son ami Xi Jinping. Hong Kong pourrait perdre son statut de pays privilégié dans le cadre des échanges avec les États-Unis. Bon, alors, il est sûr que là, si il maintient le texte qui a été voté, alors je dis bien à l'unanimité, hein, c'est-à-dire démocrates, républicains, tout le monde a approuvé. Bon, mais il hésitait d'ailleurs à signer ce texte, justement, à cause du guerre. Et là, je pense qu'on n'entendra pas parler de l'accord de phase 1 avant le 15 décembre, date de mise en place des sanctions, sachant que la phase 1 est quand même l'étape absolument nécessaire pour atteindre la phase 2, sans laquelle on aura du mal à atteindre la phase 3. Et à partir de la phase 3, peut-être qu'on pourra commencer à envisager des accords vraiment complets en phase 4. Voilà. Mais est-ce qu'il aurait pu ne pas signer ce texte ? Quelles auraient pu être les conséquences ? C'est ce que je disais, en interne, ça aurait été pris comme il se couche devant les intérêts économiques et il fait passer les intérêts économiques avant le principe constitutionnel de liberté. Mais si jamais Trump n'a pas assez avec Hong Kong, s'il veut vraiment embêter Xi Jinping, il peut aussi lui parler des Ouïghours. Hein. Mais alors, du coup, comment a réagi la Chine quand ils ont appris ça ? Là, on va dire quand même très colère. Alors, il faut évidemment analyser la sémantique. Ils ont menacé de prendre des mesures de rétorsion. Autrement dit, elles ne sont pas, elles, encore arrêtées. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité qu'elles ne soient pas mises en œuvre. Voilà. Si la Chine s'était contentée d'un commentaire laconique en disant il va y avoir des conséquences et vous les connaîtrez sous 48 heures, bon, on savait qu'il n'avait plus rien à faire, que la diplomatie américaine, c'était plus la peine qu'elle fasse d'efforts. Il y allait avoir, bien sûr, une riposte chinoise. Bon, on va dire que là, dans le langage employé, ça laisse la porte ouverte à des négociations. Et d'ailleurs, selon le Global Times, un rédacteur du Global Times a aussi indiqué que une liste de personnes interdites de territoire chinois a été donnée, tweetée par un proche du pouvoir. Et c'est tous ceux qui ont signé c'est ce qu'on appelle le Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Hein, c'est ce texte qui a été signé par l'unanimité par le Sénat. Et qui est une riposte, là, puisqu'on parle de riposte, au bannissement des responsables militaires ou gouvernementaux chinois que l'on tient responsable justement de la répression des Ouïghours. C'est-à-dire qu'eux sont interdits d'accès au territoire américain. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça va provoquer ce nouveau rebondissement sur les marchés financiers ? Jusqu'à présent, ça n'a pas provoqué grand-chose. Quand on entend les gérants, les stratèges, donc on a passé un été de cauchemar avec les sanctions américaines, la guerre commerciale. C'était un été absolument terrible où on a vu les indices perdre 5%, avant qu'ils en reprennent plus de 15%. Autrement dit, depuis que les choses se sont envenimées entre la Chine et les États-Unis,
les marchés ont pris 10%. J'espère qu'ils vont trouver de nouvelles embrouilles en 2020, parce que là, il faut qu'on continue. Là. Il faut qu'on trouve de nouveaux motifs d'inquiétude, parce que quand on s'inquiète et qu'on gagne 10%, je me dis qu'est-ce qui va se passer si d'un seul coup les gens sont sereins. Attention, d'un seul coup, attention, comme on dit, à la manifestation des anticipations positives. Ça ne peut provoquer que de la déception. Voilà. Et justement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc les États-Unis prévoient toujours d'imposer des droits de douane sur 160 milliards de dollars de nouvelles importations chinoises le 15 décembre, donc l'échéance est assez proche. Quel type de produits sont visés ? Ben là, cette fois-ci, des produits qui rentrent dans la composition d'autres produits qui peuvent être fabriqués aux États-Unis. Tout simplement, par exemple, des pièces automobiles, des pièces électroniques. Donc ça, une fois que ces pièces-là seraient taxées, ça veut dire que les constructeurs automobiles américains ou les quelques assembleurs qui existent encore sur le sol américain vont se retrouver avec la nécessité cette fois-ci de répercuter la hausse des prix importés. Donc c'est-à-dire que là, c'est des sanctions qui vont retomber sur les Américains, ce que les Chinois avaient d'ailleurs tout de suite souligné en disant c'est des sanctions complètement idiotes parce que c'est les consommateurs américains qui vont les payer. Voilà. Donc. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les négociations dans cette guerre commerciale, elles pourraient être définitivement compromises ? Alors oui, si Trump poursuit sur la thématique de la liberté, etc., et qu'il met sur la table la question des Ouïghours, alors peut-être pour faire plaisir justement à l'allié saoudien ou à d'autres alliés à majorité musulmane dans le monde, montrer que vraiment les États-Unis ne font pas de distinguo entre les chrétiens et les musulmans, et que partout où les gens sont opprimés de façon totalement injuste, voilà, les États-Unis sont là. Et bon, là, s'il met la question des Ouïghours sur la table, c'est sûr, il n'y aura pas d'accord. Mais je dois dire qu'il y a d'autres choses qu'on devrait surveiller. C'est que Trump a fait renvoyer encore plus de tonnage de navires de guerre dans la mer de Chine. Et là aussi, pour les Chinois, c'est évidemment une provocation. L'idée, c'est de montrer que d'abord, ils ont les moyens de défendre Taïwan. Et en ce qui concerne Taïwan, l'affaire hongkongaise, elle est quand même assez angoissante. C'est-à-dire qu'à Taïwan, il y a des gens qui sont pour un rapprochement avec la Chine, et pour le gouvernement de Taïwan aujourd'hui, c'est de dire regardez, Hong Kong, les Chinois peuvent pas s'en empêcher, ils mettront le temps qu'il faut, mais ils vont finir par enterrer le particularisme, les libertés qui sont pratiquées vous voyez, à Hong Kong, et si on se rapproche de la Chine, il nous arrivera la même chose. Et Trump de son côté envoie bien la flotte pour dire Taïwan restera côté indépendance. Il y a encore beaucoup de facteurs qui montrent que... Oui. Mais là, je parle de quelque chose de très très concret. C'est-à-dire que quand on envoie des navires et qu'on se croise et qu'on peut presque se faire coucou à la jumelle, on est quand même très très près. Si on veut créer un incident, c'est très très facile. Alors on va maintenant parler du Black Friday, Philippe. C'est un peu la fête du shopping aujourd'hui en France et dans de nombreux pays. C'est censé durer une journée, mais finalement depuis quelques années, les entreprises, elles étendent le phénomène à quelques jours. Donc ça va être la cohue dans les rues et aussi sur le net, parce que ces opérations entraînent des records de vente. Par exemple, l'année dernière, le vendredi 23 novembre, jour du Black Friday en 2018, plus de 50 millions de transactions par carte bancaire ont été réalisées en France. Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène, il promet chaque année un mois de novembre au top à la bourse ? Alors c'est vrai que cette année c'est assez particulier. Là où on a eu un arrachage des cours durant 4 semaines. Alors c'est vrai que le Black Friday exceptionnellement ne tombait pas le 3e jeudi mais le 4e jeudi du mois. Donc on a vraiment eu le temps de tirer les marchés. Mais on a tiré les marchés dans un vide sidéral. Il n'y a plus personne sur le marché. C'est-à-dire que si on veut tirer les cours avec 200 ou 300 millions, on peut. Et on peut enchaîner comme ça les records, comme on en a enchaîné 3 avant effectivement le Black Friday. Alors j'ai les premiers chiffres sur, non pas le Black Friday puisque c'est aujourd'hui qu'on ne saura que ce soir, mais déjà sur les ventes en ligne hier, elles ont augmenté de 14% aux États-Unis. Alors je n'ai pas le panier moyen, parce que ça c'est important aussi.
naturellement, mais la tendance aux achats en ligne, évidemment, elle continue d'être en forte progression. Comme vous le disiez, là aujourd'hui, les gens vont se précipiter sur tous les sites marchands. Je pense qu'effectivement, ils vont enregistrer une progression record, mais qui n'est que la continuation d'un phénomène qui n'est pas nouveau. Sauf que cette année, c'est un petit peu comme Halloween il y a 25 ans. D'un seul coup, je ne sais plus, un grand distributeur s'est mis à mettre des objets Halloween. Tout le monde a suivi. Aujourd'hui, si vous avez un Fnac Darty ou un grand distributeur qui se met au Black Friday, évidemment, tout le monde suit. Mais ça avait commencé l'année dernière déjà. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, en tout cas, la période elle est très cruciale, puisque bon, l'économie américaine se porte quand même en bonne santé, chômage bas, des salaires qui ont augmenté récemment. Chômage bas, vous savez comme moi que les chiffres sont une fiction totale. Ah bon, c'est vrai? Vous avez c'est répété pourtant. Oui, mais un mensonge répété 100 fois va convaincre les naïfs ou les gens que ça arrange de croire, mais évidemment, ça n'en fera pas une vérité. On dit que le pouvoir d'achat des Américains augmente et qu'en tout cas... C'est faux. Ça aussi... c'est totalement faux. Alors bien sûr, je peux vous le faire, le pouvoir d'achat américain a augmenté de 1,3 points. Les milliardaires ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 450 milliards et les 99,9% d'Américains restants ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Bon, alors c'est pas aussi simple, c'est que vous avez 0,1% effectivement dont le pouvoir d'achat explose. Quand vous redivisez ça en 315 millions d'Américains, ça fait beaucoup de dollars par Américain. Si après ça vous prenez le premier décile, c'est-à-dire les 10% les plus riches, et que vous prenez les 90% les moins riches, là du côté des 90% des moins riches, il n'y a aucune progression du pouvoir d'achat d'aucune sorte. Voilà, donc comme ça c'est dit, mais on peut toujours raconter les choses quand on, enfin les chiffres comme on dit ne mentent pas, mais les menteurs adorent les chiffres. Donc là, le chômage aux États-Unis est le plus élevé pratiquement qu'on a vu, un petit peu moins peut-être qu'à la fin des années Obama, mais on reste très très haut avec 90 millions d'Américains sans emploi, un taux de SDF jamais vu en Californie, et même d'ailleurs de New Jersey, etc. On a aussi un taux de pauvreté terrible. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que M. Trump dénonçait avant son élection tous les chiffres truqués de l'emploi, en disant mais on vous ment, moi je sais qu'il y a 90 millions de gens qui n'ont pas de taf, et moi je vais être le président qui va créer le plus d'emplois qu'on n'a jamais vu. Ce discours, évidemment, avait séduit, on disait oui c'est vrai, il a raison Trump, on nous ment, les chiffres sont complètement faux, et puis une fois qu'il est élu, là par contre regardez, on a 3,5% bon enfin bref, c'est de la politique. C'est de la politique, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup Philippe Béchat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien.